Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour le 240e grand essai électrisant, celui aujourd'hui de l'Alpine A390 A390. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy, à vos côtés chez vous, au travail et partout sur la route. C'est une révolution après être passé au 100% électrique avec l'Alpine A290, A290, la cousine de la Renault 5 e-tech électrique. Eh bien, Alpine propose maintenant un SUV, ou plutôt un Sport Fastback, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, avec la nouveauté qui se trouve derrière moi. Au programme, une ligne sportivement élégante et puis des choix techniques de premier plan qui doivent permettre à cette voiture d'être une vraie Alpine. On a par exemple la présence de non pas 2 mais 3 moteurs électriques. On va détailler ça dans un instant. Et puis également l'Active Torque Vectoring. Qu'est-ce que c'est que ça? La réponse dans les prochaines minutes. Alors que vaut cette nouveauté très électrisante fabriquée précisément à 360 km d'ici dans l'usine Alpine de Dieppe? Quelles sont ses qualités mais également ses inévitables défauts? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une demi-journée dans les conditions idéales du sud de l'Europe, mais bien ici, dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, vous n'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, je prendrai le volant d'abord avec le premier trajet et ensuite le grand essai chez Tesla de la Tesla Model 3 dans sa version d'entrée de gamme, la version propulsion, la version la plus dépouillée. Est-ce toujours une Tesla Model 3? On s'était déjà posé la question avec le Model Y. Eh bien, la semaine prochaine, ce sera donc sa petite sœur. À l'extérieur, cette voiture n'est ni un SUV, ni vraiment une berline surélevée. Ce n'est pas non plus un coupé. Bref, le terme de sport fastback qu'Alpine lui a attribué n'est finalement pas si incongru que ça. La chute de pavillon rappelle la 110, les hanches larges donnent une certaine présence à la voiture et l'avant comme l'arrière adopte un look résolument futuriste. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, l'avant, c'est un peu moins mon truc, mais cette voiture a l'avantage de ne pas laisser indifférent. Cette semaine, je peux vous dire que les têtes se sont retournées sur son passage. Notez la présence de jantes optionnelles Snowflake de 21 pouces sur cette voiture d'essai, en lieu et place des jantes de 20 pouces de série. Ça renforce encore le côté sportif, mais ce sera comme toujours au détriment de l'autonomie. On en reparlera tout à l'heure. Et vous, que pensez-vous de la ligne de cette nouveauté signée Alpine? Dites-le moi dans les commentaires. D'un point de vue technique, quelle que soit la version, on a dans les entrailles de cette voiture systématiquement 3 moteurs. Un moteur électrique synchrone à rotor bobiné situé à l'avant, sous le capot, moteur qui entraîne les roues avant. Et puis à l'arrière, non pas 1 mais 2 moteurs électriques synchrones à aimant permanent, chaque moteur entraînant une roue, ce qui va permettre l'Active Torque Vectoring, ce système qui va permettre en fait d'alimenter chacune des roues arrière de manière indépendante et d'assurer du coup une plus grande précision, une précision chirurgicale au niveau du comportement. Et je peux vous dire que ça fonctionne plutôt bien, hein, petit spoil, on en reparlera tout à l'heure quand on sera sur la route. Tout ça repose sur la plateforme Ampère Medium du groupe Renault, plateforme déjà utilisée par la Mégane e-tech ou le Scénic e-tech 100% électrique par exemple, mais plateforme qui a été modifié pour permettre d'accueillir justement les 2 moteurs à l'arrière et puis d'assurer à cette voiture un comportement digne d'une Alpine. Une Alpine à 4 roues motrices, donc ça aussi c'est nouveau chez Alpine. Concernant la charge tractable, on est sur 1350 kg si la charge est freinée. Si la charge n'est pas freinée, ce sera la norme, 750 kg. Et concernant le poids de cette voiture, 2124 kg, ce sera pour la version GT, 2121 kg, 3 kg de moins, ce sera pour la version GTS. La batterie qui sera chargée d'alimenter le moteur électrique, c'est une batterie à la chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt, c'est la même sur les 2 versions. Batterie avec laquelle vous allez donc pouvoir recharger au quotidien à 80% pour préserver la batterie puisque chimie NMC et occasionnellement à 100% évidemment en prévision d'un long trajet, le tout en respectant les consignes du constructeur. L'autonomie maximale, vous l'obtiendrez évidemment en évitant les jantes les plus grandes et avec l'équipement de base, c'est-à-dire avec la version GT et ses jantes de série de 20 pouces et pas avec la version GTS puisque cette version est équipée de séries de jantes plus grandes de 21 pouces et des jantes de 21 pouces, on le sait, je l'ai dit, ça pénalise l'autonomie. Sur cette voiture d'essai, il y a donc les jantes Snowflake noires optionnelles de 21 pouces disponibles sur la GT. On sera donc plus près des 503 km que des 555 km théoriques.
Petite astuce de style concernant le logo Alpine, vous le voyez ici avec la flèche qui pointe vers la droite et de l'autre côté c'est inversé, la flèche pointe vers la gauche, on a donc toujours la flèche qui pointe vers l'avant. Alors quand j'ouvre la petite porte, eh bien on obtient comme d'habitude les deux connecteurs. Connecteur de type 2 tout d'abord en partie supérieure pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien avec un chargeur embarqué de série de 11 kW, mais en option vous pouvez opter pour du 22 kW, voilà qui sera intéressant pour vous si vous avez l'habitude de recharger sur des bornes de 22 kW, que ce soit au travail par exemple ou dans l'espace public, c'est disponible parfois, donc ce sera en fonction de vos habitudes. Si vous avez régulièrement accès à ce type de borne, prendre l'option 22 kW peut être quelque chose de très intéressant. Concernant les temps de recharge, je vous indique tout ça ici. Concernant la recharge sur le courant continu, là il faut retirer le petit cache. Recharge sur le courant continu qui va pouvoir se faire avec cette version en 29 minutes, nous dit le constructeur. Ce sera moins de 25 minutes, nous annonce-t-on, avec la version GTS. 29 minutes pour passer de 15, attention, pas 10, 15 à 80%. Est-ce qu'elle respecte le contrat ? Eh bien, regardez. Me voici à une station de recharge Total Energy que j'ai trouvée facilement grâce à l'application Charge Plus de Total Energy, application qui est gratuite évidemment. J'ai ma carte de recharge Total Energy, je vais la passer devant le lecteur et nous allons pouvoir démarrer la recharge. On rappelle 150 kW maximum accepté par cette voiture. Est-ce que ça va être le cas ici après une batterie qui a été préchauffée pendant une bonne vingtaine de minutes? Vérification maintenant. Je passe la carte devant le lecteur. Je choisis le connecteur et je branche. Démarrage de la recharge à 13h33 avec 10% de batterie. La voiture annonce 29 minutes pour le 15,80 et pas le 10,80, mais j'ai voulu quand même démarrer à 10% pour voir quelle est la différence et si elle est vraiment significative, ce qui n'a pas l'air d'être le cas du tout puisqu'on est déjà à 14% maintenant et la voiture ne réclame plus que 28 minutes et on a démarré depuis 2 minutes, ce qui ferait donc 30 minutes pour le 10,80 et 29 minutes annoncées pour le 15,80. 150 kW, c'est la puissance maximale délivrée, acceptée par la voiture sur cette version. Et on le voit ici, on est à 148 kW, donc on est quasiment à la puissance maximale que la voiture peut accepter. 150 kW de puissance maximale acceptée sur cette version, c'est pas gigantesque, mais il faut toujours voir quelle est la courbe. Et ici, la courbe, elle a plutôt l'air favorable puisqu'on est à 44% maintenant. Et vous le voyez, on est toujours à 146 kW de puissance acceptée par la voiture, c'est-à-dire quasiment le maximum de ce qu'elle peut accepter. 45% maintenant. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, on vient d'atteindre les 80% et il est précisément 14h05 et donc on est très exactement à 29 minutes, c'est-à-dire ce qui est annoncé par le constructeur pour passer de 15 à 80% de capacité de batterie et sachez que pour le 10,80, il faut 3 petites minutes de plus. Enfin, pour être tout à fait complet, notez que cette voiture est également compatible V2L et V2G, c'est-à-dire qu'à partir de la batterie de cette voiture, vous allez pouvoir alimenter des appareils électriques externes et vous allez même pouvoir renvoyer de l'électricité dans le réseau électrique, là où le réseau le permet et où la législation le permet également. L'ouverture du haillon, elle est bien sûr électrique. Le volume disponible en configuration 5 places, c'est 532 litres. C'est plutôt généreux. Banquette arrière complètement rabattue. Le volume disponible passe à 1643 litres. Alors dans le coffre, on va retrouver pas grand chose. Une banquette rabattable 60-40, des anneaux aux 4 coins, un espace sous le plancher pour glisser le câble de recharge, puisque sous le capot, on l'a vu, il n'y a pas de frunk. Vous devrez donc vous contenter de l'espace disponible à l'arrière, ici dans le coffre. Cette voiture, elle se veut plus familiale que la petite A290, 290. Évidemment, cela dit, est-elle apte à pouvoir transporter une famille confortablement, malgré le fait que ce soit, vous le voyez, un coupé? Eh bien, la réponse, globalement, c'est quand même oui. Le siège avant est réglé pour moi et mon mètre 90, mon mètre 90. Et à l'arrière, on va pas dire que j'ai une place folle, mais je peux quand même m'installer plus ou moins raisonnablement, pas pour plusieurs centaines de kilomètres, mais certainement quelques dizaines de kilomètres, ça ne posera pas de problème. Donc, 1 mètre 90, 1 mètre 90 devant et derrière, ça passe.
en écartant un petit peu les genoux. J'ai ajusté ma position par rapport au premier trajet. J'ai ajusté ma position cette semaine. Là, c'est la position dans laquelle je suis le plus confortablement installé à l'avant. À l'arrière, donc, je dois écarter un petit peu les genoux. Je peux rentrer les pieds. J'ai pas énormément de place, mais je peux placer les pieds et j'ai des grands pieds en dessous du siège avant. Concernant la place que j'ai en hauteur, eh bien, malgré le fait que ce soit un coupé, ça passe sans problème. Je dois avoir 2 cm au-dessus de la tête. Concernant la position, eh bien, je n'ai évidemment pas les cuisses qui reposent sur la banquette, malheureusement. Mais par contre, je dois dire que je peux me tenir correctement sans être gêné outre mesure par le relatif manque d'espace ici à l'arrière. Alors, concernant les équipements, pas de toit vitré disponible, ni vitré ni ouvrant, rien du tout, même en option sur cette voiture. On a par contre 3 poignées de maintien et on a également un petit crochet à l'arrière du côté gauche et du côté droit. Concernant les sièges, on a ici des poches aumônières derrière les 2 sièges avant, à l'arrière de la console centrale qui au niveau de la finition, je le disais dans la vidéo premier trajet, fait un petit peu plastique, un petit peu cheap, ça c'est un peu dommage. On a tout de même 2 prises USB-C, on a un plancher qui est parfaitement plat et on n'a pas d'accoudoir ici à l'arrière, pas d'accoudoir central, ce qui peut paraître étonnant sur une voiture de ce type aujourd'hui en 2026. Voilà ce qu'on peut dire. Donc 1m90, 1m90 devant derrière, bon c'est un petit peu la limite de l'exercice. Si vous êtes moins grand, ça ne posera évidemment pas de problème. Par contre, pas de problème en hauteur, en largeur, en tout cas pour 2 gabarits comme le mien, ça sera sans problème également. 3 enfants, ça devrait également aller. Et puis au niveau équipement, on l'a dit, on a l'essentiel, poche aumônière, prise USB, les ouïes de ventilation, les poignées de maintien. On va pouvoir maintenant découvrir ce qui se passe à l'avant. La planche de bord de cette nouvelle Alpine, elle reprend une disposition qu'on connaît déjà chez Renault, un peu trop peut-être, pour une voiture proposée à un tarif que je pourrais qualifier d'un petit peu élitiste quand même. On peut s'attendre à davantage d'exclusivité. Concernant les matériaux utilisés, il y a du bon et du moins bon, toujours au regard du tarif demandé. Des matériaux moussés, un peu, mais surtout beaucoup de plastique dur, pas très valorisant. Et ces plastiques, plus le tableau de bord Renault, ça fait un peu beaucoup de récupération. Voilà donc une Alpine qui a de la personnalité dehors, mais pas vraiment dedans. Et ce n'est pas le volant avec les touches en piano black qu'on nous vend comme d'inspiration Formule 1 qui va changer grand-chose. Heureusement qu'il y a les petites commandes qu'on retrouve ici pour amener un rien de personnalité sportive. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. C'est parti pour la description. La portière conducteur en partie haute, rien du tout. En partie intermédiaire, la poignée d'ouverture, la poignée de fermeture et les vitres et rétroviseurs électriques rabattables à la demande. Plus bas, le vide-poche de taille correcte et recouvert de feutrine. À gauche du volant, sur le tableau de bord, l'excellent système MySafety Perso. J'y reviendrai sur la route. On a également l'ESC et l'ouverture du haillon. Et puis un petit peu plus bas, on a également le frein de parking électrique et la fonction Auto Hold. Tout en bas, l'ouverture du capot. Le volant est à réglage manuel. À gauche, les aides à la conduite, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif et conduite assistée. Plus bas, la récupération d'énergie. À droite, la commande vocale, un bouton étoile personnalisable, le téléphone et la personnalisation de la présentation des infos sur l'écran instrument. Plus bas, le bouton mode de conduite avec 5 modes disponibles, normal, sport, perso, track et save. Et toujours sur le volant, à droite, en haut, on a le bouton OV qui permet d'activer le boost de quelques secondes, une sorte de bouton qu'on pourrait appeler CDP DLC pour coup de pied dans le... Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, les commodos, à gauche, les clignotants et les éclairages, avec à l'extrémité la commande de basculement automatique feu de route, feu de croisement, dont je reparlerai sur la route. À droite, les essuie-glaces, à l'avant, il n'y a pas d'essuie-glaces à l'arrière sur cette voiture. Et puis à droite, plus bas, le module audio. Oui, il est là depuis des décennies. Il n'est pas franchement esthétique, mais qu'est-ce qu'il est pratique. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 12,3 pouces dont la présentation est donc personnalisable avec 4 présentations disponibles que vous pouvez choisir via le petit empilement de feuilles qu'on retrouve sur le volant ici à droite. Alors là, c'est la présentation, on va dire par défaut, avec des cadrans ronds à l'ancienne. Si j'appuie, on a une présentation plus originale qui fait la part belle à la carte et donc à la navigation. Ensuite, la présentation tournée vers les aides à la conduite.
Et puis ensuite, une présentation minimaliste avec simplement les informations principales. Et on revient ensuite sur la présentation par défaut avec les compteurs ronds. La partie de droite de cet écran instrument peut accueillir également différentes informations. Là, on a la vitesse, mais la vitesse, on l'a également au milieu. Et donc, on peut monter et descendre pour obtenir autre chose. Si je descends, par exemple, eh bien, j'ai le média en cours de lecture. Ensuite, le torque management, c'est là qu'on voit comment se comportent les deux moteurs, notamment dans les virages pris un peu rapidement. Ensuite, la distance parcourue totale et le totaliseur partiel. Ensuite, l'autonomie intermédiaire, le minimum et le maximum. La consommation, on peut évidemment réinitialiser tout ça. Et on revient sur la présentation à deux écrans. Voilà pour ce qui est des possibilités de personnalisation de cet écran instrument. Pas d'affichage tête haute sur cette voiture, même en option. Les amateurs de cet équipement le regretteront peut-être. Personnellement, je peux tout à fait m'en passer. Au centre de la planche de bord, l'écran central d'infodivertissement d'une diagonale de 12 pouces est positionné verticalement. J'y reviens dans un instant. Et juste à gauche, le bouton de démarrage. Plus bas, une ligne de commande avec les réglages de la climatisation. Juste en dessous, à gauche, les feux de détresse et à droite, le verrouillage centralisé. Plus bas, une zone de recharge par induction pour un seul smartphone. On retrouve également deux prises USB-C et plus en arrière, le sélecteur de sens de marche avec trois gros boutons D, N et R, difficile de faire plus simple et plus ergonomique. Entre les sièges, un seul, espace porte-gobelet, décidément. On aime voyager en solo dans cette voiture apparemment. Et sous la coudoir centrale qui s'ouvre latéralement en deux parties, un espace pas très vaste mais recouvert lui aussi de feutrine. Sous la console centrale encore, un espace de rangement ouvert celui-là. Il est lui aussi recouvert de feutrine et accueille une prise 12 volts. Et puis la boîte à gants, elle, est étonnamment étroite et donc pas très vaste. Mais là aussi, la présentation est soignée avec de la feutrine. Voilà pour la description de cet intérieur. Avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture, on va s'intéresser d'un petit peu plus près au système d'infodivertissement, un système qu'on connaît bien dans le groupe Renault, système piloté par Android Automotive. On a donc le meilleur de Google, on a l'assistant Google, on a Google Maps et le planificateur d'itinéraire de Google, et puis l'accès au Play Store qui va permettre d'aller chercher ici des applications qui seront directement ici intégrées au tableau de bord de la voiture. Donc il ne s'agit pas d'Android Auto ou d'Apple CarPlay, c'est-à-dire d'une duplication sur l'écran d'infodivertissement de ce qui se trouve sur votre téléphone, mais d'applications que vous allez directement pouvoir installer dans la voiture, dans le système d'infodivertissement de la voiture, et qui donc fonctionneront même si votre téléphone n'est pas dans le véhicule. Alors en haut, on a la connectivité à gauche, on a l'heure à droite avec la température également. On a un petit menu qui vient du haut avec quelques raccourcis sur la connectivité, parking main libre, purificateur d'air, la luminosité également, et puis des petits messages qu'on peut effacer si on le souhaite. On fait remonter tout ça. On a ici l'écran par défaut, celui sur lequel on va revenir avec la petite maison, avec en haut la navigation, en bas on a ici la radio et l'assistant Google. On peut minimiser ceci pour avoir une carte plus grande. On peut étendre tout ça si on le souhaite. Et puis en partie inférieure, directement connectée aux touches qu'on va retrouver en dessous, eh bien il s'agit des fonctions de chauffage, de climatisation. On va pouvoir régler tout ça très facilement avec de vraies touches, et ça c'est bien. Accès direct également au chauffage des sièges, au chauffage du volant également. C'est très chouette. Deuxième petit onglet ici au-dessus, il s'agit du média en cours de lecture. Ici pour l'instant c'est la radio, mais on peut décider d'aller chercher autre chose. Radio Player est un bon exemple, c'est une application qui est ici directement téléchargée dans le système d'infodivertissement et donc pas liée au fait que le téléphone soit connecté ou non à la voiture. Ensuite, on a Apple CarPlay qui s'affiche comme ceci. Ce sera évidemment Android Auto si vous avez un téléphone sous Android. On l'a vu ici, les applications, on a également les paramètres ici et puis directement les informations liées à la voiture. Vous voyez que tout ça est très clair, la présentation est plutôt sympathique. On a l'Alpine Telemetrics qui est une option, j'en parlerai tout à l'heure quand on parlera du prix de cette voiture, avec les live data, du coaching et des challenges. Ça c'est si vraiment vous aimez vous amuser avec votre voiture, vous voulez plein d'informations liées à l'utilisation de la voiture, vous allez pouvoir utiliser ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? On a les drive modes ici, on est sur normal pour l'instant, vous allez pouvoir configurer les drive modes et notamment, même quand vous êtes sur normal, déterminer si vous voulez le fameux bruit qui doit accompagner, magnifier votre conduite, autrement dit le faux bruit de moteur ou le faux
bruit d'accompagnement. Personnellement, je peux tout à fait m'en passer, donc je l'ai désactivé. Personnalisation également de la vie à bord, l'ambiance lumineuse, intensité lumineuse, etc. On revient en arrière. On a ensuite la partie électrique avec une programmation. Par exemple, moi, je pars à 5h20 le matin. J'ai demandé que le véhicule soit prêt à 5h15 à 21 degrés. Et ça, je peux vous dire que c'est très très agréable. Je vais d'ailleurs le supprimer parce que je n'en aurai plus besoin. La batterie, ici, on a le minimum, le maximum. Minimum en dessous duquel la voiture ne descendra pas si vous utilisez le V2L ou le V2G. Et le maximum au-dessus duquel elle n'ira pas quand vous rechargez. On rappelle que pour les longs trajets, on s'arrête à 80%. Pourquoi? Parce que le 80-100 prend parfois autant de temps que le 10-80 ou le 20-80. Et donc, on n'a aucun intérêt à recharger à plus de 80%. Il est préférable de débrancher et de poursuivre son trajet. Et puis, au quotidien, avec la batterie LMC aussi, on recharge à 80%. Les réglages, ça se passe par ici, avertisseur sonore piéton, par exemple, ou encore la fonction plug and charge. Caméra 360, on va y revenir dans un instant. Le parking main libre, c'est sympa, mais c'est lent, hein, comme sur tous les systèmes qui proposent du parking main libre, ça n'a pas grand intérêt. Le menu siège ici, la qualité de l'air, les aides à la conduite, le véhicule et les réglages ici. Concernant les aides à la conduite, qu'est-ce qu'on a? On a le My Safety. Le My Safety, c'est génial. Vous réglez une fois pour toutes dans le perso tout ce que vous aimez. Vous pouvez le configurer ici. Voilà. Je veux pas, je veux pas. Vous configurez, vous enregistrez et vous rappelez via le petit bouton sur le tableau de bord. J'en reparlerai évidemment sur la route parce que ça, en termes d'ergonomie, dans le groupe Renault, c'est génial. Ensuite, la caméra. On va regarder un petit peu, et là c'est moins génial. Vous le voyez, il y a des zones grisées qui sont assez importantes, qui rendent du coup cette vue du haut pas très utile. Et puis on a également ici la vue qui a l'air complètement déformée, donc c'est pas très agréable comme vue également. Bref, voilà, c'est un système que j'aurais voulu un petit peu plus qualitatif. Au niveau du rendu, c'est un peu flou également. Or la voiture est propre, donc c'est pas un problème de saleté sur la lentille. Ici on a gauche-droite. Alors ça c'est bien, gauche-droite, mais bon, ça n'arrange pas devant derrière. Et puis la vue à 360 degrés qui, franchement, compte tenu de la zone grisée tout autour, ne sert vraiment à rien. Donc voilà, petit bémol sur cette caméra à 360 degrés qui aurait pu offrir un rendu nettement plus qualitatif. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. On va revenir sur l'écran par défaut et on va évidemment simuler un trajet vers Marseille. On part avec 34% dans la batterie, on arrivera avec 20% et là c'est magnifique, hein, c'est le système de Google, ça fonctionne super bien. J'avais le même dans la Polestar 2 et j'ai fait un trajet aller-retour vers l'Allemagne, vers les musées Mercedes et Porsche et franchement l'aller, le retour c'était juste du bonheur. La voiture planifie les arrêts, vous savez exactement où vous allez vous arrêter, combien de temps vous allez vous arrêter, la durée totale de recharge, etc. Franchement c'est vraiment génial. Voilà, ça s'adapte en temps réel. Vous voyez, elle vient de recalculer. 4 arrêts ici parce qu'on part avec 34%. On peut estimer qu'en partant avec 100%, alors je ne sais pas si on aurait 3 arrêts au lieu de 4, mais en tout cas on aurait forcément un temps d'attente moins important. D'autant plus que ici sur le premier arrêt, eh bien elle propose sur la borne ici de faire un 9,94. Pourquoi? Ça, je sais pas trop bien, étant donné qu'il est préférable de s'arrêter à 80, parce que, vous voyez, 80, 94, 80, 94, ça augmente considérablement la durée de recharge. On est à 53 minutes ici. C'est peut-être pas la formule la plus efficace, mais elle a peut-être ses raisons. Cela dit, vous pouvez supprimer un arrêt et demander d'adapter cet arrêt. Deuxième arrêt également. Ici, elle propose un 11,97, 11,97. Là aussi, c'est peut-être un peu beaucoup, donc je comprends pas bien pourquoi elle va jusqu'à des valeurs comme celle-là, hein, 96, 96. Ensuite, les deux suivants, c'est beaucoup plus raisonnable, 10,63 et 10,85 en arrivant à Marseille, du coup avec cette fois-ci 19% de capacité de batterie. Voilà, je trouve pas sur ce coup-là que les arrêts sont particulièrement justifiés, les temps d'arrêt sont justifiés. Elle vient encore de changer, 50, 56, 18 et 34, ça fait quand même 2h38 d'arrêt. On rappelle qu'on part avec 34%, ce qui n'est pas l'idéal, bien évidemment. Mais toujours est-il que ça,
elle vous le propose. C'est peut-être pas la formule la plus efficace, mais d'une part, libre à vous d'utiliser une autre formule, de recharger un peu moins longtemps, et dans ce cas-là, elle fera un arrêt, elle programmera un arrêt plus rapidement, elle le fera de manière automatique. Et puis d'autre part, eh bien, en tout cas, ce qu'elle vous propose là, elle le fera et elle y arrivera. Et ça, c'est vraiment une sécurité supplémentaire, un confort supplémentaire quand vous êtes sur la route, de pas devoir vous tracasser pour les arrêts de recharge. Voilà ce qu'on peut dire donc sur le système d'infodivertissement de cette Alpine. Franchement, ça fonctionne bien, et certains cette semaine me disaient ah là là, si c'est le même système que dans ma Renault, c'est très très lent. Ben franchement, pas du tout. Vous voyez, la réactivité, elle est impeccable. C'est très très rapide. Donc voilà, peut-être le système a-t-il été modifié par rapport à la voiture dont vous disposez, mais les systèmes évoluent. C'est l'avantage d'avoir des possibilités de mise à jour over the air, c'est-à-dire sans passer chez le concessionnaire, et puis d'une voiture à l'autre, d'avoir des possibilités d'évolution matérielle également, hein. Ce qui se trouve dans cette voiture n'est pas forcément ce qui se trouvait dans une Mégane E-Tech ou un Scénic E-Tech il y a 1 an ou 2 ans. Donc il y a des évolutions. Voilà, donc un même système visuellement peut en fait s'être amélioré, et je pense que c'est le cas sur cette voiture. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ce système d'infodivertissement. Je m'en vais sur la route. C'est parti, on démarre, et je vous livre mes impressions maintenant après une semaine à son volant. Pour démarrer, on regrettera l'obligation de pousser sur le bouton de démarrage. Poser le pied sur le frein ne suffit donc pas dans cette Alpine à la réveiller. Ensuite, vous poussez sur D ou sur R, et là la voiture s'élance avec un dynamisme qui file le sourire. 2 pressions sur le bouton à gauche sur la planche de bord, et vos réglages safety perso sont chargés. C'est génial. Il ne vous reste plus qu'à profiter ou à vous faire plaisir selon vos envies du moment. Les sièges qui équipent cette voiture d'essai sont les sièges Sport Alpine de série avec insert en Alcantara, et ils sont à réglage électrique dans 6 directions avec mémoire dans le profil du conducteur. Ils sont également chauffants, tout comme le volant. Le maintien latéral est bon. Par contre, je regrette l'absence de possibilité de relever l'avant de l'assise sur ces sièges. Pour les personnes assez grandes comme moi, c'est toujours un plus. Si vous voulez pouvoir régler tout ça plus finement, eh bien vous devrez opter pour les sièges Sabelt optionnels qui proposent des réglages dans 8 directions et sont recouverts de cuir Nappa Biton. Les aides à la conduite sont très performantes dans cette voiture, et outre toutes les aides liées à la sécurité, eh bien vous avez le choix pour la conduite entre le limiteur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif et la conduite assistée qui ajoute le centrage sur la voie de circulation. Et il n'y a rien à dire, ça fonctionne très bien. Le volant capacitif est un plus, et comme vous pouvez régler une bonne fois pour toutes tout ce que vous voulez et que vous ne voulez pas d'ailleurs dans votre profil My Safety Perso, et rappeler tout ça facilement, je le disais, via le petit bouton ici sur la planche de bord, eh bien conduire devient ou redevient un plaisir et pas une lutte permanente pour supprimer les bips insupportables, tenter de les éviter comme vous pouvez, essayer de les comprendre ou même de les oublier, ce qui n'est pas évident. Non, ici vous roulez tranquillement, dans le calme, et franchement en 2026, c'est assez précieux. L'un des gros points positifs sur cette voiture, c'est son comportement routier. Alors bien sûr, c'est une voiture lourde, bien sûr, c'est une voiture électrique, et bien sûr, ce n'est pas un SUV, même si on en est tout de même pas très très loin. 3 caractéristiques qui font que certains fans de la première heure d'Alpine sont toujours en train de chercher leur Ventolin. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est chouette à conduire cette voiture, franchement il faut l'essayer. Qu'est-ce qu'elle est vive, joueuse, précise et pourtant confortable au quotidien. Les ingénieurs d'Alpine ont fait un travail formidable, c'est à souligner. Merci au super système de torque vectoring d'Alpine qui va, grâce à la présence de 2 moteurs à l'arrière, permettre de distribuer différemment la puissance entre les 2 roues postérieures pour améliorer sensiblement le comportement de la voiture, la précision au niveau du comportement de la voiture, certainement en virage. C'est bluffant d'efficacité, ça donne envie d'écraser les routes rectilignes pour en faire des routes de montagne, chaque virage étant un bonbon qu'on prend un plaisir infini à déguster sans vouloir que ça s'arrête. Franchement, vous l'aurez compris, c'est top. La gestion des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques, elle est très convaincante dans cette voiture, même avec les jantes optionnelles de 21 pouces qu'on a ici. On a bien bossé là aussi chez Alpine. Vous pourrez donc profiter au choix de l'installation audio de Vialet de série à 13 haut-parleurs et 4 ambiances sonores spécifiques, ou opter comme dans cette voiture d'essai pour le système optionnel de Vialet Extreme Sound qui ajoute une 5e ambiance sonore, une ambiance space, idéale paraît-il avec les enregistrements de prestations live. Franchement, cette semaine j'ai été
très séduit par ce système, mais l'ajout de la 5e ambiance musicale justifie-t-il de dépenser 1200 € pour avoir cette ambiance sonore supplémentaire, 1200 € en Belgique? Franchement, sans doute que non. 11 mètres tout pile, c'est le diamètre de braquage revendiqué par cette voiture. Dans les faits, compte tenu de ses dimensions, ça braque plutôt bien. Cette semaine, j'ai été globalement plutôt surpris positivement au moment de circuler en ville et dans les parkings. Alors certains regretteront l'absence de roue arrière directrice, mais franchement, pour l'agilité sur la route, elle n'en a clairement pas besoin, et pour ce qui est de circuler en ville non plus, d'autant que ça aurait ajouté du poids au véhicule et qu'il est déjà bien assez élevé comme ça. Oui, on a droit à la vraie conduite à une pédale dans cette voiture, un One Pedal Drive qui va jusqu'à l'arrêt complet, qui propose un ralentissement qui est suffisamment puissant au lever de pied de l'accélérateur pour que vous puissiez vous passer de la pédale de frein dans quasiment toutes les circonstances du quotidien à l'usage. C'est vraiment un régal. Mon seul regret est qu'il faille le réactiver, heureusement facilement via le petit bouton ici sur le volant, à chaque démarrage. Ça ne reste malheureusement pas en mémoire, et si vous préférez faire varier la récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur en fonction des circonstances, vous pouvez le faire toujours avec ce même bouton, et donc très facilement. Vous pouvez choisir entre 4 niveaux de récupération en dehors du One Pedal Drive. C'est simple, c'est accessible, c'est efficace. Tiens, hop, je passe en One Pedal. C'est fait. Les phares sur cette voiture, ils sont adaptatifs avec technologie LED Matrix Vision. L'allumage est automatique, tout comme l'extinction d'une partie du faisceau pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Ça permet à la voiture de rester la plupart du temps en feu de route, dans les zones qui sont mal ou pas éclairées, ce qui est un vrai plus pour la sécurité, et le tout fonctionne très bien. Concernant l'éclairage intérieur, on a choisi de faire sobre. On n'est pas dans une débauche d'éclairage à la Mercedes par exemple. On a fait très sobre, on n'en fait pas des caisses, et vous pouvez personnaliser 2-3 choses. Franchement, c'est pas mal. L'autonomie théorique de cette voiture, entre 503 et 555 km en cycle mixte norme WLTP, en fonction des versions et finitions, avec cette voiture équipée de jantes optionnelles de 21 pouces, qui, dans le simulateur d'Alpine, fait perdre 35 km d'autonomie tout de même. On sera donc plus proche de la moyenne basse. Et j'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 4 et 19 degrés au thermomètre. Là, il en fait 15. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total plus de 650 km, avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-travail qui, je vous le rappelle, c'est important, se font majoritairement sur autoroute en ce qui me concerne. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne assez élevée de 23,5 kWh au 100. Alors, ok, je me suis fait plaisir de temps en temps, mais j'ai quand même la plupart de mes trajets essentiellement sur autoroute à vitesse stabilisée. Donc les quelques petits moments de plaisir, normalement, n'ont pas pesé tant que ça sur une moyenne générale assez élevée en termes de nombre de kilomètres parcourus, plus de 650. Cette valeur de 23,5 kWh au 100, elle va m'autoriser un peu plus de 300 km sur une charge complète, donc de 100 à 0% dans mes conditions de parcours et de météo de cette semaine. Ça peut sembler un peu juste, d'autant que la recharge sur le courant continu n'est pas ce qu'il y a de plus rapide aujourd'hui, mais rappelons que le fait que ce soit un inconvénient ou pas pour vous, eh bien, va dépendre très fort de vos habitudes de parcours, de la possibilité que vous aurez ou non de recharger facilement chez vous ou sur votre lieu de travail par exemple. Me voici de retour à l'extérieur avec le prix de cette Alpine A390, A390 pour la Belgique, la France et la Suisse. En tout cas, le prix de cette version GT qui commence en Belgique à 67 500 €. Et puis, il y a le catalogue des options. Et sur cette voiture d'essai, il y en a quelques-unes. On a tout d'abord cette très belle peinture mat. C'est le gris tonnerre, facturé 3 000 € tout de même. Les jantes Snowflake 21 pouces, 2 200 €. Je vous parle des prix en Belgique. Le chargeur 22 kW, 1 500 €. Le système audio Extreme Sound de Vialet, 1 200 €. Le pack driving, 1 200 €. Le toit en noir profond, 800 €. Le ciel de toit en Alcantara, 750 €. Les pièces décoratives en carbone véritable sur la planche de bord et la console centrale, 600 €. L'Alpine Telemetrics Expert, 500 €. Les étriers de frein rouge, 500 €, etc.
etc., etc. Au total, il y a plus de 13 000 € d'options sur cette voiture d'essai. Total de la facture, 80 650 € en Belgique. Ça commence à faire une sacrée somme. Surfez sur le site internet d'Alpine qui correspond à votre pays. Configurez votre A390, A390 idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises et pour les particuliers. Les avantages principaux de cette formule, eh bien, c'est que tout est compris. Tous les mois, vous payez exactement le même montant du premier au dernier mois et vous avez dans ce prix, eh bien, la mise à disposition de la voiture, mais pas que. Il y a aussi les taxes, par exemple, l'entretien, le remplacement des pneus, l'assurance, etc., etc. Vous allez pouvoir donc maîtriser votre budget. Il n'y a pas des mois où votre budget voiture va exploser parce que vous devez vous acheter par exemple de nouveaux pneus. Et puis deuxième avantage, et c'est très important dans le contexte de transformation technologique que nous vivons actuellement, en passant de la voiture thermique à la voiture électrique, eh bien combien vaudra cette voiture dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans? Cette voiture comme n'importe quelle autre, personne ne peut le dire aujourd'hui. Et là en l'occurrence, avec la formule de leasing, de location longue durée, ce n'est pas vous qui prenez le risque de la valeur résiduelle, c'est la société de leasing. Pour ces deux raisons, mais il y en a bien d'autres, eh bien n'hésitez pas à demander une offre pour cette voiture ou n'importe quelle autre voiture que vous convoitez sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Demandez une offre n'engage à rien. Cette Alpine, en conclusion, elle m'a bluffé. Son ergonomie et son comportement routier sont vraiment excellents et rien que pour ça, déjà, elle mérite un 7 sur 10. Malheureusement, pour grappiller des points supplémentaires, il lui aurait fallu un vrai intérieur Alpine avec une vraie personnalité, ce n'est pas le cas. Une recharge plus rapide ou une autonomie plus grande auraient également été les bienvenus, mais rien de tout ça malheureusement. Alors oui, sa ligne fait tourner les têtes, mais l'ergonomie et le comportement seront-ils suffisants pour que les acheteurs potentiels se détournent des constructeurs allemands et s'intéressent à cette française? Seul l'avenir nous le dira. Je vous souhaite en tout cas d'avoir l'occasion d'en prendre le volant parce que c'est une expérience très électrisante. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, on sera chez Tesla avec l'essai de la Tesla Model 3, la version d'entrée de gamme. Est-ce toujours une Tesla Model 3? Quelles sont ses qualités, mais également ses défauts? Pour le savoir, j'en prendrai le volant comme à chaque fois pendant une semaine. Ensuite, eh bien, en avril, toujours, on ira chez BYD avec l'essai de l'Atto 3 version Evo, l'Atto 3 remanié, amélioré. Et puis en mai, je prendrai le volant chez Subaru, du Subaru Solterra, qui lui aussi a été revu et corrigé. Chez Mercedes, le Mercedes GLC, concurrent direct des Volvo EX60 et BMW iX3. Et puis chez Xpeng, un essai très attendu en mai également, je prendrai le volant de la Xpeng P7+, cette grande berline, pour ne pas dire limousine, plus de 5 mètres, proposée à 47 000 €, moins de 47 000 €, avec un 12 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Voilà qui devrait en intéresser plus d'un et plus d'une. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station. N'oubliez pas d'activer également la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Si vous le voulez, vous pouvez mettre un petit pouce. Si vous avez aimé la vidéo, ça aide à faire grandir la chaîne et ça fait bien plaisir évidemment. Vos commentaires sont également toujours les bienvenus. J'y réponds toujours avec grand plaisir et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo également. Ça aussi, ça aide à faire grandir la chaîne. Merci aux nouveaux venus également. Vous êtes quelques dizaines chaque jour à rejoindre Charging Station et ça aussi c'est plutôt sympa. Merci de votre fidélité et à bientôt.